Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons-en, une émission où nous avons le privilège d'explorer en profondeur des périodes de notre histoire contemporaine en compagnie d'un invité spécialisé. Nous vous proposons en cette année 2024 une série de 4 vidéos spéciales en commémoration du 80e anniversaire des débarquements, un chapitre crucial de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Durant cette période marquante, les forces alliées ont orchestré des opérations audacieuses et décisives, marquant un tournant majeur dans la lutte contre l'oppression nazie. Au cours des prochaines vidéos, nous aurons l'honneur de plonger dans les événements clés et les récits poignants qui ont façonné les débarquements et leur héritage indélébile dans l'histoire moderne. Nous explorerons les préparatifs minutieux, les sacrifices héroïques et les moments de triomphe et de tragédie qui ont caractérisé ces opérations militaires cruciales. Alors que nous nous remémorons cet anniversaire significatif, nous sommes appelés à honorer le courage et le dévouement de ceux qui ont participé à ces événements décisifs, ainsi qu'à réfléchir sur les leçons et les valeurs qui continuent de résonner dans nos sociétés contemporaines. Notre invité sera Michel Schepers, ancien professeur d'histoire-géographie à l'établissement scolaire Notre-Dame de France à Paris 13e, également titulaire d'un diplôme en droit de l'université Paris 2. Michel Schepers a marqué son parcours en effectuant sa préparation militaire supérieure avec un choix dédié à l'armée blindée, plus précisément la cavalerie. Il a ensuite été élève officier de réserve à l'école d'application de l'arme blindée, cavalerie de Saumur, et a occupé le poste d'attaché de parquet au tribunal permanent des forces armées de Lyon. La première vidéo de cette série fascinante d'entretiens sera consacrée au réseau de résistance et aux différents maquis qui ont joué un rôle crucial pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces réseaux clandestins ont été des acteurs essentiels de la lutte contre l'occupation nazie, œuvrant courageusement pour la libération de la France et l'établissement d'une paix durable. Alors, cher Michel, bonjour. Je vous remercie d'avoir une nouvelle fois répondu présent à notre invitation. Alors, dans les recoins les plus obscurs de l'Europe occupée, des hommes et des femmes ont choisi de se dresser contre l'oppression nazie, bravant les dangers les plus extrêmes pour défendre leurs idéaux de liberté, de justice et de dignité humaine. Les réseaux de résistance et les maquis, ces structures clandestines et hétéroclites, ont joué un rôle vital dans la lutte contre l'occupant. Leur histoire est celle de la clandestinité, de la lutte acharnée, mais aussi de la solidarité et de l'espoir. Ces groupes ont agi dans l'ombre, menant des actions de sabotage, collectant des renseignements cruciaux et sauvant des vies au péril de la leur. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité unique de plonger dans cet univers fascinant et parfois méconnu, d'explorer les rouages de ces réseaux clandestins, de rendre hommage à leurs héros, souvent oubliés, et de comprendre l'ampleur de leur impact sur le cours de l'histoire moderne. Les réseaux de résistance et différents maquis, voici le thème de cette première vidéo en compagnie de Michel Schepers. Michel, je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. Je vais vous parler aujourd'hui de ce qui s'est passé en France en 1944, dans les semaines, dans les mois qui ont précédé le débarquement de Normandie et au moment de ce débarquement, dans les semaines qui ont suivi. Nous allons fêter au mois de juin le 80e anniversaire du débarquement de Normandie, qui a lancé le processus de libéralisation de la France. Il y aurait beaucoup de choses à dire, évidemment, à propos de ce débarquement, beaucoup trop même. Et donc, mes interventions seront centrées, en fait, sur l'aide que la France a apportée à ces opérations. La France a joué un rôle important dans le processus de la victoire en 1945, il ne faut pas l'oublier, hein. En 1945, 250 000 soldats français ont pénétré et combattu en Allemagne, sans compter tous ceux qui ont combattu dans les Alpes et le long des poches de l'Atlantique. Tout cela ne doit pas être oublié. Alors, s'agissant de la part prise par la résistance au succès du débarquement et de la bataille de Normandie, euh, cette participation française a été assez diversifiée. Donc, j'ai l'intention d'aborder ce rôle en 4 grands points tout au long de l'année.
qui font l'objet de 4 visioconférences normalement. Le premier thème qui va faire donc l'objet de la réunion de la conférence d'aujourd'hui, c'est l'aide apportée par les réseaux de résistance et les différents maquis. Et on verra par la suite les unités françaises qui ont combattu en Normandie, le débarquement de Provence qui a secondé très utilement celui de Normandie, et pour finir, les préfets, les sous-préfets mis en place en 1944 par le général de Gaulle dans les zones libérées. Donc, aujourd'hui, l'aide apportée par les réseaux de résistance et les différents maquis au succès du débarquement et de la bataille de Normandie. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de la résistance en France? Eh bien, tout d'abord, les résistants en France n'ont pas été extrêmement nombreux. Officiellement, au lendemain de la guerre, on a accordé 320 000 cartes officielles, donc de combattants volontaires de la résistance, auxquels il faut ajouter, malheureusement, 50 000 résistants français qui ont trouvé la mort, 20 000 maquisards qui ont été fusillés, 30 000 qui sont morts dans les camps de concentration en Allemagne. Dans certains pays d'Europe occupée, à vrai dire, il y en a eu beaucoup plus. En Pologne, par exemple, en Yougoslavie, et c'était pourtant des pays nettement moins peuplés. En 1944, par exemple, les maquisards yougoslaves du maréchal Tito étaient déjà si nombreux, plusieurs centaines de milliers, que militairement, ils étaient organisés en brigades, y compris des brigades de cavalerie. Et l'année suivante, en 1945, ils étaient organisés en armée et ils avaient de l'artillerie. Comment expliquer cela? Eh ben, c'est d'une part le racisme anti-slave des Allemands, des nazis, qui a fait que l'occupation allemande dans ces pays a été beaucoup plus brutale qu'en Europe occidentale, mais c'est aussi peut-être surtout la géographie. Pour monter des organisations de résistance, des maquis, tenter des embuscades, il faut bénéficier soit de régions montagneuses, soit de régions boisées. Le mieux, évidemment, ce sont les deux à la fois. Et c'était le cas en Yougoslavie, en Pologne, il y avait de grandes forêts. Dans les territoires soviétiques occupés par l'armée allemande, il y avait d'immenses forêts dans le nord de l'Ukraine, dans le sud de la Biélorussie. Par contre, en France, il n'y en avait pas tant que ça. Voilà, ça s'explique de cette façon-là, essentiellement. Donc, dans la France de l'époque, 40 millions d'habitants environ, les résistants, c'était environ 1% de la population. Cela dit, les collaborateurs actifs étaient encore moins nombreux. Ils n'atteignaient même pas 40 000 hommes, donc ils étaient 10 fois moins nombreux. Il s'agisse de ceux qui se sont engagés dans la Légion des volontaires français contre le bolchevisme en 1941-42, et donc qui ont combattu l'armée soviétique dans les rangs de l'armée allemande, ou bien ceux qui sont engagés dans la milice en 1943-44. Alors, on a longtemps eu tendance en France à magnifier les actions accomplies par la résistance, et donc, d'une certaine façon, à exagérer un peu leur importance. En 1987, un historien français, Henri Rousseau, Rousseau, R-O-U-2-S-O, a même parlé du mythe résistentialiste, un mythe, entre guillemets, soutenu notamment par les gaullistes et les communistes. Cela dit, je pense qu'il ne faut pas tomber d'un excès dans l'autre. Il ne faut pas verser dans l'autoflagellation. Les modalités d'action de la résistance en France ont été très variées. Elle a eu une influence morale et politique très importante pendant la guerre, après la guerre, et militairement, le concours qu'elle a apporté à la cause alliée a été précieux en matière de renseignement, en matière de sabotage, et s'agissant des attaques et des combats aussi, combats en règle qu'ont menés les hommes des maquis. Voilà. Alors, avant d'aborder l'apparition et le développement de ces réseaux et mouvements qui ont formé la résistance française, il me semble que quelques précisions de vocabulaire sont nécessaires. On entend par réseau une organisation clandestine à but militaire, renseignement, exfiltration d'aviateurs alliés abattus au-dessus des territoires français, sabotage. Ces réseaux travaillaient avec les services secrets alliés, français, anglais et américains. D'autre part, il y avait les mouvements de résistance de nature politique, idéologique. Ils s'adonnaient à la propagande, aux moyens de tracts et de journaux clandestins. Et enfin, les maquis, composés en grande partie, on le verra, de jeunes ouvriers et de jeunes paysans réfractaires au service du travail obligatoire, le fameux STO, mis en place en 1943, au début de l'année, en février, et qui obligeait donc ces pauvres jeunes à aller travailler en Allemagne. Donc, beaucoup n'ont pas voulu et sont entrés dans la clandestinité. Alors, les maquis au sens militaire du terme sont donc apparus à partir de 1942-43, se sont beaucoup renforcés en 1943 après la mise en place du STO. Les premiers combats ont eu lieu dans les Alpes, en Haute-Savoie, en juillet 1943,
à l'initiative des troupes italiennes d'occupation. Cela dit, évidemment, il n'y avait pas de cloison étanche entre réseau, mouvement et maquis, c'est évident. Alors, concernant la naissance des mouvements et des réseaux de la résistance, il faut distinguer au départ ceux qui sont apparus dans la zone occupée, les 2 tiers de la France, en gros, le nord et l'ouest, hein, et ceux qui sont apparus dans la zone libre, la zone non occupée, on disait parfois la zone nono. Les volontaires de la zone non occupée, au départ, avaient plus de liberté d'action, parce qu'ils n'avaient pas l'armée allemande sur le dos. D'ailleurs, parfois, ils bénéficiaient carrément de complicité dans la police et dans l'administration. En revanche, ils étaient moins soutenus par la population, parce qu'en zone libre, jusqu'en novembre 1942, beaucoup de Français patriotes soutenaient le maréchal Pétain. Il ne faut pas l'oublier. La situation politiquement a basculé en novembre 1942, au moment du débarquement des troupes américaines et britanniques en Afrique du Nord. À ce moment-là, l'armée d'Afrique française, qui était pétainiste mais patriote, a repris la guerre contre l'Allemagne et l'Italie durant la campagne de Tunisie, sous les ordres de l'amiral Darlan, un haut responsable de Vichy, puis sous les ordres du général Giraud, après son assassinat. En réaction, eh bien, les troupes allemandes, le 11 novembre, ont envahi la zone libre, ont franchi la ligne des démarcations. Les Allemands sont arrivés à Vichy. Le maréchal Pétain n'a pas voulu écouter ses généraux, qui lui disaient, Monsieur le maréchal, prenez l'avion, gagnez Alger et reprenez la guerre aux côtés des Américains. D'ailleurs, les Américains l'auraient accueilli à bras ouverts. Pétain a refusé, il a prétexté que son médecin lui avait interdit l'avion. Il est resté à Vichy et donc il est devenu un prisonnier des Allemands et de Laval. Par conséquent, à partir de ce moment-là, de très nombreux Français se sont détachés de lui, et notamment, bien sûr, dans l'armée, chez les militaires. Par contre, dans la zone occupée, dès le départ, la brutalité de l'occupation allemande a fait très vite l'unanimité des esprits contre l'Allemagne, contre l'occupation. Et donc, la résistance était davantage en danger physiquement à cause des troupes allemandes, mais elle était davantage soutenue par la population. Alors, tout d'abord, dans la zone non occupée, eh bien, à Lyon, dès l'été, alors les grandes villes de la zone non occupée, au départ, c'était Lyon, Clermont-Ferrand, Toulouse, Montpellier, Marseille, Nice, en gros, hein, et Ajaccio. Donc, à Lyon, j'oubliais Grenoble, dès l'été 1940, un capitaine de l'armée, Henri Frenay, a lancé avec une femme, Bertie Albrecht, un bulletin d'information dactylographié qui s'est appelé d'abord Vérité, mais qui ensuite a pris le nom de Combat, après avoir fusionné avec un autre mouvement, le mouvement Liberté, qui lui était animé par des démocrates chrétiens, Georges Bidault et François de Menthon. Eh bien, le nom du bulletin est devenu carrément le nom du mouvement, le mouvement Combat, un des principaux mouvements de résistance. Toujours à Lyon, au mois de novembre 1940, un journal clandestin est apparu, le journal Franc-Tireur. Et très vite, le mouvement qui dictait ce journal, France Liberté, a pris le nom du journal. Il s'est appelé le mouvement Franc-Tireur, autre grande organisation de résistance de la zone sud. Troisième autre organisation importante de résistance dans la zone sud, le mouvement Libération. Alors, c'est un journaliste, ancien officier de marine, Emmanuel Dastier de la Vigerie, qui l'a fondé à Clermont-Ferrand avec un commandant de l'armée de l'air, le commandant Molinier, pardon. Au départ, ce mouvement s'est appelé Dernière Colonne, et puis, comment dirais-je, les responsables ont voulu rassembler dans ce mouvement des dirigeants et des militants syndicalistes, des militants socialistes. Ils se sont entendus avec le grand chef socialiste de la CGT, la Confédération Générale du Travail, qui n'était pas encore communiste à l'époque, Léon Jouot. Donc, des syndicalistes de la CGT ont rejoint le mouvement, de même des syndicalistes de la CFTC, Confédération française des travailleurs chrétiens, celle qui a donné naissance par la suite à la CFDT. Et donc, ce mouvement a fini par prendre le nom de Libération. Voilà donc, comment dirais-je, quels ont été les trois grands mouvements de la zone sud. Alors, au nord, en revanche, eh bien, c'est dès le mois de décembre 1940 que s'est créée une organisation qui s'est appelée l'Organisation civile et militaire. Alors, elle résultait d'une fusion. Au départ, un groupe d'inspiration militaire qui recrutait via les
les amicales régimentaires, et d'autre part un groupe qui émanait d'un syndicat, la Confédération des travailleurs intellectuels. Ce mouvement était animé notamment par un ingénieur, Pierre Lefaucheux, qui était aussi officier de réserve, et qui est devenu à la fin de la guerre, et qui est resté longtemps, le patron de la Régie Renault. Alors, de par la nature de son recrutement, ce mouvement s'attachait notamment au noyautage des administrations publiques, l'organisation civile et militaire. Deuxième grand mouvement de, comment dirais-je, de la zone nord, toujours à Paris, un groupe d'étudiants animé par un certain Philippe Vianney a créé en avril 1941 un mouvement qui s'est appelé Défense de la France. Il était centré sur la diffusion d'un journal clandestin qui au départ était édité dans les caves de la Sorbonne et qui va vite devenir très important. Ce journal, à Libération, deviendra le journal France Soir. Et donc, l'organisation s'est appelée Défense de la France. Par ailleurs, toujours à Paris, en juin 1942, après une vague d'arrestations, le mouvement combat issu de la zone sud, mais qui avait essaimé en zone nord, a été sérieusement secoué par les services de répression nazis. Et donc, un des responsables, Jacques Lecomte Boinet, a perdu le contact avec Henri Frenay, le patron national de combat, et du coup, il a voulu créer son propre mouvement, qui, au bout de quelques mois, s'est appelé Ceux de la Résistance. Et avec l'aide d'un certain Jean de Vogüé, qui avait été officier de marine durant la Première Guerre mondiale, qui était devenu industriel, ce mouvement a recruté notamment parmi les officiers de réserve, parmi les ingénieurs et aussi parmi les industriels. Donc le mouvement s'est appelé Ceux de la Résistance. Et enfin, de même que Combat avait essaimé dans la zone nord, le mouvement Libération a lui aussi essaimé dans la zone nord assez rapidement, sous la direction notamment de dirigeants socialistes, Henri Ribière et Christian Pinault, qui étaient tous les deux fonctionnaires, et aussi sous la direction d'un syndicaliste chrétien, Gaston Tessier, qui était le dirigeant de la CFTC. Alors, étape importante évidemment, en juin 1941, à la suite du déclenchement de l'attaque allemande contre l'URSS, le Parti communiste français, qui jusque-là très majoritairement était fidèle à Staline et au pacte germano-soviétique, s'est lancé à fond, bien évidemment, dans la résistance. Et habitué à l'action plus ou moins clandestine, très habilement, il s'est proposé de faire l'unité des Français contre les Allemands et même il a pris contact avec la Fédération républicaine, qui était le grand parti conservateur de droite durant l'entre-deux-guerres. Il a pris contact avec son dirigeant Louis Marin. Et donc, une organisation commune, en quelque sorte, a été lancée, le Front National, rien à voir avec le Front National que nous connaissons aujourd'hui, dont les instances dirigeantes comprenaient certes des non-communistes, exemple le physicien Frédéric Joliot-Curie, qui était encore socialiste, mais qui très vite est devenu communiste, à vrai dire, ou encore Georges Bidault, qui était un journaliste démocrate chrétien. Cela dit, les postes de commande étaient solidement tenus par les communistes. Le Front National s'est organisé solidement à la fin de 1942, aussi bien au nord qu'au sud, sous la direction d'un certain Pierre Villon, pseudonyme de Roger Gainsburger, qui était un journaliste communiste. Et j'en arrive maintenant à une des organisations de résistance qui ont eu un rôle majeur, et elle a été le résultat de l'occupation de la totalité du territoire français métropolitain en novembre 1942, à la suite du débarquement anglo-américain auquel j'ai fait allusion tout à l'heure. Cette occupation a entraîné évidemment la dissolution de l'armée d'armistice de Vichy. L'armée d'armistice de Vichy, c'était quand même une métropole, 100 000 hommes, tous professionnels. Eh bien, de nombreux officiers et sous-officiers français sont entrés alors dans la clandestinité, sous la conduite d'un général, le général Frère, et avec l'accord du général Giraud, qui était le successeur à Alger de l'amiral Darlan. Eh bien, à la fin du mois de janvier 1943, ces officiers ont créé l'Organisation de résistance de l'armée, l'ORA. En février 1944, une fusion très importante s'est produite. L'ORA a fusionné avec l'armée secrète, qui est elle-même le regroupement militaire des trois grandes organisations de résistance de la zone sud, Combat, Franc-Tireur et Libération. Donc, l'ORA a fusionné avec comment dirais-je, l'armée secrète et a fusionné avec la branche militaire du Front National qui s'appelait les Francs-Tireurs et Partisans. Et cette fusion entre l'organisation de résistance de l'armée secrète et les Francs-Tireurs et partisans, ça a donné naissance aux célèbres forces françaises de l'intérieur, les FFI.
sous la direction du général de Jussieu, puis du général Masseret, dit Joinville. Donc, comment dirais-je, les forces françaises de l'intérieur reconnaissaient l'autorité du Comité français de libération nationale, fondé à Alger le 3 juin 1943 par le général Giraud, qui commandait l'armée d'Afrique, et par le général de Gaulle, qui commandait les forces françaises libres. Ce CFLN, après avoir été co-présidé par les deux hommes, un petit peu comme dans l'Antiquité, il y avait deux consuls du temps de la République romaine, et bien à partir de l'automne 1943, le général de Gaulle, qui était bien meilleur tacticien en politique que le général de Gaulle, que le général Giraud, qui de son propre avis n'y connaissait pas grand-chose, le général de Gaulle, à partir de novembre 1943, est devenu le seul chef du CFLN. Il a réussi à écarter son rival. Eh bien, cette entrée dans la résistance de nombreux officiers français a été extrêmement important, bien évidemment. Ils ont pu encadrer les jeunes maquisards des FFI et les faire bénéficier de leurs compétences militaires. Alors, avant d'aborder le débarquement lui-même, sa préparation, le rôle joué par la résistance, je voudrais d'abord dire quelques mots donc des milieux socio-professionnels qui ont été le plus impliqués dans la résistance française. Les jeunes ouvriers et les jeunes paysans ont été les plus nombreux à s'engager dans les maquis, pour une raison simple. Ils sont entrés en clandestinité parce qu'ils ont été réfractaires au service du travail obligatoire en Allemagne, le STO, de triste mémoire, instauré en février 1943. Mais on peut dire que la proportion de résistants a été aussi particulièrement élevée dans deux institutions importantes. La SNCF, c'est bien connu, beaucoup de cheminots ont œuvré pour la résistance, et aussi, ce qui est moins connu, la gendarmerie. Environ 25% des gendarmes français et de leurs officiers étaient en lien avec la résistance. La proportion était encore plus forte qu'à la SNCF. Et d'ailleurs, les officiers allemands ne se faisaient aucune illusion quant à la fiabilité de la gendarmerie française pour monter avec l'armée allemande des opérations communes antiterroristes, comme disaient les nazis. Combien de fois ces opérations ont tapé dans le vide parce que la veille ou l'avant-veille, des officiers de gendarmerie avaient prévenu les résistants locaux et le lendemain, il n'y avait plus personne. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'en janvier 1943, Hitler lui-même a exigé de Laval, c'était plus Pétain qui dirigeait Vichy, c'était Laval, Hitler lui-même a exigé de Laval la création de ce qui est devenu la milice, autrement dit une organisation de volontaires fascistes purs et durs qui, de l'avis général, étaient plus brutaux que les soldats allemands. Vous pouvez plutôt les comparer à la Waffen-SS. Je voudrais aussi, bien sûr, dire quelques mots du Conseil national de la résistance et de Jean Moulin. Jean Moulin, ancien préfet de Chartres, qui avait été limogé par Vichy, qui avait gagné Londres en septembre 1941, est revenu clandestinement en France en janvier 1942, mandaté par le général de Gaulle, pour essayer de coordonner militairement et politiquement les différentes organisations de résistance. Alors, en fait, chacun avait intérêt à cela. Vis-à-vis des alliés anglo-saxons, le général de Gaulle souhaitait pouvoir bénéficier de l'appui sans réserve de toutes les organisations de résistance françaises. Ça augmenterait beaucoup son autorité et ça permettrait de voir qu'il avait le soutien d'une large partie de la population française. Inversement, les mouvements de résistance, quelles que fussent leurs idéologies, leurs opinions, ils avaient besoin de l'aide matérielle et financière que la France libre pouvait leur apporter. Donc, le premier succès de Jean Moulin, en mars 1943, ça a été la fusion des trois grands mouvements de la zone sud. Combat, franc-tireur et libération se sont unis dans ce qui est devenu les mouvements unis de résistance. Puis aussi, la fusion de leurs éléments militaires dans l'armée secrète, comme on vient de le voir. Mais évidemment, le grand succès de Jean Moulin, ça a été le 27 mai 1943, à Paris, rue du Four, près de Saint-Germain-des-Prés, la fondation du Conseil national de la résistance, un grand moment de la Seconde Guerre mondiale pour la France occupée. Étaient présents avec Jean Moulin, bien sûr, les représentants de tous les grands mouvements de résistance, mais aussi deux syndicalistes, Louis Saillant, de la CGT socialiste, mais proche des communistes, et Gaston Tessier, de la CFTC, et les représentants des 6 grands partis politiques français,
André Mercier pour le Parti communiste, André Le Trocker pour la SFIO socialiste, section française de l'Internationale ouvrière, l'actuelle PS, Marc Ruccard pour les radicaux, Georges Bidault pour les démocrates populaires, autrement dit les démocrates chrétiens. De nos jours, on penserait à François Bayrou, Joseph Laniel pour l'Alliance démocratique, la droite libérale, et Jacques Le Debu-Bridel pour la Fédération républicaine, donc pour la droite conservatrice. Le Conseil national de la résistance a mis en place plusieurs commissions, dont la plus importante a été le COMAC, le Comité d'action militaire. Voilà pour la première partie. Venons-en maintenant concrètement à l'implication de la résistance dans le succès du débarquement et de la bataille de Normandie. Et tout d'abord, bien sûr, dès le départ, le renseignement. Ces renseignements étaient transmis à Londres via les officiers de renseignement britanniques, puis aussi américains, mais aussi français. Les officiers britanniques de l'Intelligence Service, les officiers américains de l'Office of Strategic Service, l'OSS, qui est devenu la CIA après la guerre, et les officiers français de la France libre, qui ont créé le Bureau central de renseignement et d'action, le BCRA, dirigé par un colonel, le colonel De Wavrin, plus connu sous le nom de colonel Passy, sans doute parce qu'il est né à Paris dans le 16e arrondissement. Et ce BCRA, à la fin de la guerre, en 1945, a changé de nom, il s'appelait le SDEC, Service de documentation extérieure et de contre-espionnage. Et en 1982, il a de nouveau changé de nom et il s'appelle depuis 1982 la DGSE, c'est notre actuel service de renseignement, Direction générale de la sécurité extérieure. En 1944, on peut dire que 80% des renseignements transmis à Londres transitaient par le BCRA. Alors, à propos du débarquement de Normandie, les dirigeants alliés ont gardé le secret du lieu jusqu'au dernier moment. D'ailleurs, le général de Gaulle lui-même n'était pas au courant. Il a très peu apprécié, évidemment, car le président américain Roosevelt se méfiait de Gaulle. Il avait été prévenu contre lui, notamment par Jean Monnet. Il le prenait pour un dictateur en puissance. Quant à Churchill, Churchill, il connaissait beaucoup mieux de Gaulle, bien sûr, mais quand il avait à choisir entre Roosevelt et de Gaulle, forcément, il choisissait celui dont il avait le plus besoin, à savoir Roosevelt. Donc, le BCRA lui-même ne savait pas où aurait lieu le débarquement. Cela dit, les gens bien informés se doutaient que ce serait surtout dans le nord de la France, non loin de la Grande-Bretagne, qu'on envisagerait de débarquer, donc probablement en Normandie ou dans le Nord-Pas-de-Calais. Alors, concrètement, les moyens utilisés au départ ont été parfois un petit peu rudimentaires. On a utilisé parfois des pigeons voyageurs. À Paris, il y en a qui étaient cachés derrière la grande horloge de la tour de la gare de Lyon. Mais très vite, les Anglais ont fourni du matériel, des postes radio-émetteurs, et ça permettait des transmissions beaucoup plus efficaces. Cela dit, il fallait faire attention, c'était dangereux, il ne fallait pas que les messages durent très longtemps, car les Allemands avaient des stations d'écoute, ils procédaient par trigonométrie, ils mettaient des triangles, et en fonction de l'orientation de leur récepteur, quand la liaison devenait meilleure, ils avaient un axe. Ensuite, ils recoupaient les trois axes et ils se rapprochaient du point d'émission. Donc, il fallait faire attention. Il ne fallait pas que les messages durent trop longtemps. D'ailleurs, beaucoup d'opérateurs radio ont été arrêtés par les Allemands. Quels étaient les types de renseignements demandés? Par exemple, où stationne telle division allemande? Quels sont ses effectifs? S'agissant d'une division blindée, quels sont les types de chars utilisés? En particulier, les chars lourds Panthère et Tigre étaient particulièrement redoutés des Alliés, et à juste titre, car ils étaient excellents. Où était localisé tel dépôt de munitions, tel dépôt de carburant, etc., etc. Il y avait aussi parfois des plans qui étaient transmis à Londres. Alors, ces plans étaient microfilmés et ils passaient par des informateurs, soit via la Suisse, soit via l'Espagne. Alors, à l'approche du jour J, les chefs militaires alliés ont été bien sûr soucieux de bénéficier du concours de la résistance française. Le commandant en chef, c'était un Américain, logique, car les Américains seraient les plus nombreux, le général Eisenhower, qui aurait donc sous ses ordres le général Montgomery commandant les troupes britanniques, le général Bradley commandant les troupes américaines, mais il était aussi en lien avec un général français, le général Koenig,
un Alsacien, le général Koenig, qui avait commandé à Bir Hakeim au printemps 1942. La bataille de Bir Hakeim a été un des faits d'armes les plus retentissants, les plus glorieux en Afrique du Nord des forces françaises libres. Eh bien, le général Koenig, en mars 1944, a été nommé à la fois délégué militaire du Comité français de libération nationale auprès du général Eisenhower, le CFLN, qui d'ailleurs bien vite est devenu le gouvernement provisoire de la République française le 3 juin 1944, mais il était aussi commandant des forces françaises en Grande-Bretagne et commandant des forces françaises de l'intérieur. Alors, à l'approche du jour J, ce qu'attendaient des résistants les généraux alliés, ce n'était pas un soulèvement général des maquisards français comme celui qu'opéraient les hommes de Tito en Yougoslavie, mais c'était plutôt des sabotages, avec trois objectifs majeurs: perturber le trafic ferroviaire, interrompre les communications téléphoniques et freiner le plus possible l'envoi de troupes allemandes en renfort en Normandie pour contrer les troupes alliées débarquées. Alors, je me permets d'insister sur l'importance des transports ferroviaires pour l'armée allemande. Encore plus que pour l'armée américaine ou l'armée britannique, pour l'armée allemande, les déplacements sur longue distance en chemin de fer étaient extrêmement importants parce que l'armée allemande, tout simplement, manquait d'essence. Elle ne pouvait guère disposer que des puits de pétrole de Roumanie, et encore, désormais, ils étaient souvent bombardés par l'aviation alliée. Donc, les chemins de fer pour les militaires allemands, c'était très important. Et donc, saboter les chemins de fer pour les Alliés, pour les Français résistants, c'était très important aussi, évidemment. Par ailleurs, autre point important, freiner l'envoi des renforts allemands en Normandie, une fois que le débarquement y aurait lieu, parce qu'en cas de débarquement, il faut réagir très vite pour essayer de repousser à la mer les forces ennemies qui ont débarqué. Sinon, eh bien, elles sont très vite renforcées par des troupes débarquées supplémentaires. Et si on n'y arrive pas dès le départ, on n'y arrive pas du tout. Donc, la rapidité de réaction était très importante et il fallait donc que les Allemands puissent acheminer leur renfort le plus vite possible. Et donc, pour les Alliés, pour les Français, freiner au contraire le plus possible les mouvements de troupes allemands. Voilà ce qu'on peut dire à ce sujet. Alors, une série de plans était prévue. Le plan vert pour paralyser le trafic ferroviaire, le plan violet qui visait les lignes téléphoniques utilisées par les Allemands. Les troupes allemandes d'occupation utilisaient souvent le téléphone. Les postes radio étaient plutôt réservés aux unités combattantes de l'armée allemande. Le plan bleu, lui, visait des sabotages de lignes électriques à haute tension. Et il y avait aussi le plan Tortue, dont l'objectif était donc de retarder les mouvements de troupes allemands par la route, par l'épandage de crève-pneus sur les chaussées, par exemple des clous, des tessons de bouteilles, des croisillons métalliques, par des ponts et des carrefours endommagés, par des arbres coupés le long des routes, par des déplacements de panneaux indicateurs. Ça aussi, ça peut désorienter les gens qui ne connaissent pas la région. Alors le plan le plus important était bien sûr le plan vert. Et il a très bien fonctionné. Entre le 6 et le 27 juin, 3000 coupures ferroviaires ont été effectuées par la résistance française. Je rappelle qu'ils étaient très nombreux à la SNCF. En juin 1944, la résistance a détruit 217 locomotives, 253 en juillet, 188 au mois d'août, soit un total de 658 locomotives mises hors service par la résistance, qui sont venues s'ajouter aux 820 détruites ou endommagées dans le même temps par les attaques aériennes alliées. Selon un rapport de l'OSS, les renseignements américains, je cite, le réseau ferré français a été si disloqué que le mouvement des troupes et des ravitaillements par fer a été rendu, sinon impossible, du moins soumis à des retards d'une longueur imprévisible. Le 21e groupement d'armée a déclaré qu'à son avis, l'action globale de la résistance française avait provoqué un retard moyen de 48 heures sur les mouvements des formations allemandes vers la tête de pont, comme on dit vers la Normandie. Or, comme on l'a vu, en cas de débarquement, il faut réagir très vite. Alors, une remarque s'impose. Donc, dans les semaines qui ont précédé le débarquement, le secret absolu avait été maintenu quant au lieu où il se produirait. Cela dit, comme je l'ai dit, tout le monde se doutait que ce serait dans une zone de France pas très éloignée de la Grande-Bretagne, qui serait la base de départ, donc soit le Nord-Pas-de-Calais, soit la Normandie. Néanmoins, pour endormir la méfiance des Allemands,
les sabotages et les bombardements aériens ont été effectués sur l'ensemble du territoire français. Mais en fait, ça n'a pas du tout nui à l'efficacité de ces actions, car le théâtre d'opération français formait un tout. Exemple, le régiment blindé de la tristement célèbre division SS Das Reich, celle qui a commis le massacre de la population civile d'Oradour-sur-Glane dans le Limousin. Eh bien, ce régiment blindé n'est arrivé en Normandie, au sud de Caen, qu'à la fin du mois de juin, beaucoup trop tard pour rejeter les Alliés à la mer. Et pourtant, cette division avait reçu l'ordre de faire mouvement vers la Normandie le plus rapidement possible dès le 8 juin. Seulement, à l'époque, elle se trouvait dans le sud-ouest, dans la région de Montauban. Et ben, pour aller de Montauban à Caen, faute de chemin de fer utilisable, il lui a fallu 3 semaines, compte tenu évidemment des embuscades tendues par la résistance française dans le Limousin notamment et en Dordogne tout au long du chemin. S'agissant du plan Violet, les lignes téléphoniques utilisées par les Allemands ont subi 7 coupures le 6 juin 1944, 32 le lendemain. Pour le seul mois de juin, près d'une centaine de coupures de câbles à longue distance a été effectuée. Quant au plan bleu, il a permis le sabotage d'un certain nombre de lignes électriques à haute tension. Celles qui étaient visées étaient surtout celles qui soit étaient dans les zones côtières, soit alimentaient les voies ferrées électrifiées. Il y en avait quelques-unes déjà à l'époque, notamment dans le sud-ouest de la France. Et venons-en maintenant au rôle joué par les maquisards des forces françaises de l'intérieur. Certains maquis sont restés célèbres. Celui des Glières en Haute-Savoie, qui était commandé par le lieutenant Morel, celui du Vercors dans l'Isère. Ce maquis du Vercors, du 21 juin au 9 août 1944, a connu un sort tragique, ainsi que la population civile locale. Ces 4000 hommes ont été puissamment attaqués au mois de juillet par des hommes d'une division de montagne de l'armée allemande, secondée par des parachutistes, en tout environ 8000 hommes. Cette division de montagne allemande avait des mulets porteurs, et donc elle bénéficiait de matériel lourd, même en altitude. Plus de 600 maquisards ont été tués, sans compter 200 civils massacrés en représailles. Les autres ont été obligés de se disperser. Mais pendant plus d'un mois, ils ont fixé sur place des troupes allemandes combatives qui, sinon, auraient très bien pu être dirigées vers la Normandie. Et alors, si les maquisards des Glières et ceux du Vercors ont été vaincus, en revanche, les maquisards bretons et les maquisards corses ont été victorieux. En Corse, c'est la résistance qui a libéré l'île dès le mois de septembre 1943, avec l'aide de quelques troupes françaises envoyées d'Afrique du Nord par le général Giraud. S'agissant de la Bretagne, il faut dire que les résistants locaux ont été, là pour le coup, puissamment aidés par les Britanniques, plus que tous les autres résistants, car aux yeux des chefs militaires alliés, il était très important d'empêcher les troupes allemandes de Bretagne, il y avait environ 100 000 soldats allemands en Bretagne, de venir, après le débarquement de Normandie, renforcer les troupes allemandes de Normandie. Il fallait les bloquer, les fixer sur place. Alors, dès le mois de juin, il y avait déjà en Bretagne 5000 maquisards des FFI qui étaient éparpillés dans les 5 départements bretons, 5 départements comptant la Loire-Atlantique. Dès le mois de mai, d'ailleurs, la circulation des trains en Bretagne avait été à peu près interrompue. À partir du 9 juin, chaque nuit, l'aviation britannique a largué au FFI breton, chaque nuit, près de 200 conteneurs d'armement. 700 conteneurs le 13 juin. On a même largué 4 jeeps avec un parachute fixé à chacune des 4 roues. Et en plus de ça, on a largué, ces FFI bretons étaient encadrés par des officiers de réserve, mais on leur a largué en renfort environ 500 parachutistes français du 2e régiment de chasseurs parachutistes du lieutenant-colonel Bourgoin, des parachutistes français qui étaient intégrés au Special Air Service britannique. Il y a eu de durs combats le 18 juin dans le Morbihan, près du village de Saint-Marcel. Les maquisards et les parachutistes français se sont dispersés dans la région, mais ensuite les volontaires ont afflué de toute la Bretagne. Beaucoup de jeunes paysans bretons étaient encadrés par les prêtres de la jeunesse agricole catholique, la branche rurale de l'Action catholique, et ces prêtres de la JAC étaient très favorables à la résistance. En juillet 1944, les maquisards bretons sont déjà près de 20 000, non plus 50 000. Ils vont être plus de 50 000 le mois suivant. Et je répète, ils étaient encadrés par les officiers de réserve
et soutenue par des parachutistes français extrêmement performants. Très vite, tout l'intérieur de la Bretagne a échappé aux troupes allemandes. Les Allemands n'ont plus contrôlé que les côtes. Et encore, le 29 juillet, les maquis situés au sud de Dinan, non loin de Saint-Malo, ont été attaqués par les Allemands. Eh bien, ça a été un échec. Les Allemands ont dû se retirer. La division allemande du général Ramke, qui a été appelée de toute urgence en Normandie, a été obligée de faire demi-tour et elle est allée s'enfermer dans Brest. Pendant le mois de juillet, les seuls maquisards des côtes du Nord, aujourd'hui on dit Côte d'Armor, ont exécuté 200 sabotages de voies ferrées. Ils ont organisé 40 déraillements. Ils ont provoqué 300 coupures de lignes téléphoniques. Ils ont monté 50 embuscades. Ils ont effectué 30 attaques contre des postes d'observation allemands et ils ont détruit un gros dépôt d'essence. Dernier point. À la fin du mois de juillet, l'armée américaine a enfin réussi à percer les lignes allemandes dans le sud-ouest de la Normandie, la fameuse percée d'Avranches. Du coup, une partie de l'armée américaine, la troisième armée du général Patton, s'est vue confier la mission de dégager rapidement la Bretagne et de s'emparer du port de Brest, qui serait très utile pour le ravitaillement des troupes débarquées en Normandie. Eh bien, les maquisards des FFI ont très efficacement secondé les soldats américains en Bretagne. Ils ont contribué puissamment à leur faciliter les choses. Ils servaient d'éclaireurs aux soldats américains. Ils assuraient la garde des prisonniers allemands. Ils harcelaient les arrières des unités allemandes. Ils protégeaient les flancs des colonnes américaines. Souvent même, ils ont devancé les militaires américains. Ce sont eux qui ont libéré à eux seuls Saint-Brieuc. Ils ont assiégé les Allemands à Guingamp. Ils ont formé le gros des troupes qui ont libéré Paimpol, qui sont emparés du Cap Fréhel. Ce sont eux aussi, tout seuls, qui ont libéré Quimper, Vannes, Douarnenez. Les Allemands étaient obligés de se replier dans les poches de Brest, de Lorient et de Saint-Nazaire. La poche de Brest a fini par capituler le 19 septembre, donc ensuite les Alliés ont pu utiliser le port et le viaduc de Morlaix n'avait pas sauté. Par ailleurs, malheureusement, les poches de Lorient et de Saint-Nazaire, en revanche, ont réussi à résister jusqu'à la fin de la guerre. Dès le 12 août, donc, l'armée américaine a pu en grande partie se dégager de la Bretagne. La Bretagne, en gros, a été confiée aux forces françaises de l'intérieur et par conséquent, l'armée américaine a pivoté et elle a pu commencer son grand mouvement vers l'Est en direction notamment de Paris et de Strasbourg. Mais auparavant, il a fallu participer à la réduction de la poche de Falaise. Les troupes allemandes de Normandie étaient désormais quasi encerclées par les Britanniques au nord, venus de Caen, et donc par les Américains au sud, dans la région d'Alençon. Alors, cette opération n'a pas été un succès total. Une grande partie des forces allemandes a réussi à s'échapper in extremis, mais néanmoins, cette réduction de la poche de Falaise, ça a été vraiment l'épisode qui a marqué le début de la fin pour l'occupation militaire allemande en France. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que les FFI de Bretagne, ils ont permis aux militaires américains de dégager rapidement la Bretagne, de s'emparer rapidement du port de Brest. Ils ont donc permis plus rapidement à l'armée américaine de se retourner vers l'Est et vers l'Allemagne. Et en plus de ça, ils avaient au départ empêché les troupes allemandes de Bretagne de venir prêter main forte à leurs camarades de Normandie. Voilà pour ce qui est des opérations militaires auxquelles la résistance française a efficacement contribué. Et maintenant, je voudrais pour terminer faire une sorte de petit bilan de l'action de la résistance française militairement parlant. Quelles sont les appréciations qui ont été portées par les uns et par les autres sur les FFI? Le général Eisenhower a été très élogieux. Il a dit que l'aide apportée par la résistance française, ça avait été l'équivalent de 15 divisions alliées supplémentaires. Autrement dit, environ 300 000 hommes de plus. Et 300 000 hommes, ça ne se trouve pas sous le pas d'un cheval. Comment dirais-je? Le général Patton, un des meilleurs généraux américains, celui qui commandait la troisième armée, dans laquelle, soit dit en passant, était intégrée la deuxième division blindée du général Leclerc, mais j'aurai l'occasion d'en reparler. Eh bien, selon le général Patton, en Bretagne, je cite, le soutien de la résistance a été inappréciable.
En revanche, le général Leclerc, lui, a été beaucoup plus critique. Il a déclaré à propos des résistants, à propos des FFI, des maquisards des forces françaises de l'intérieur, 10% de très bons, braves et réellement combattants, 20 à 25% acceptables, le reste, racaille et fumisterie. En revanche, le général Delattre de Tassigny, lui, était d'un avis très différent. Il a fait très souvent l'éloge des maquisards des forces françaises de l'intérieur. D'ailleurs, il en a incorporé 100 000 dans son armée. 100 000 dans l'armée qui avait débarqué en Provence et qui ont formé l'armée qui s'est appelée par la suite Rhin et Danube, parce que c'est l'armée qui a franchi le Rhin à la fin du mois de mars 1945 et qui a pénétré en Allemagne et même en Autriche. Alors, comment expliquer cette différence d'appréciation entre le général Leclerc et le général de Tassigny? Eh bien, ce n'était peut-être pas forcément les mêmes résistants qu'ils avaient eu l'occasion de côtoyer. Patton, les résistants, les FFI qu'il a vus, c'était surtout ceux de la région parisienne, qui, pour l'essentiel, étaient des maquisards improvisés, qui, par la force des choses, en zone urbaine, n'avaient pas pu bénéficier du moindre entraînement militaire. Tandis que ceux qui ont rejoint, comment dirais-je, l'armée de Delattre de Tassigny, c'était les meilleurs des combattants venus de Bretagne, venus des Alpes, venus d'Auvergne, venus d'un peu partout. Je pense que cette différence d'appréciation, ça s'explique surtout de cette façon-là. Et je voudrais quand même dire un mot des résistants normands. Ils n'ont pas pu être très nombreux pour une raison simple. Il y avait en Normandie 250 000 soldats allemands. Il y en avait énormément parce que les Allemands se doutaient que ce serait une des zones où les Alliés pourraient débarquer. 250 000 soldats allemands en Normandie. Par ailleurs, la moitié de la population civile avait été évacuée, soit parce que les Allemands ne voulaient pas être gênés, soit pour les préserver des bombardements aériens alliés. Et donc, pratiquement, il y avait autant de soldats allemands que de Normands en Normandie. Et les quelques forêts de la région étaient régulièrement patrouillées par l'armée allemande, donc impossible d'y constituer de puissants maquis. Il y avait simplement quelques petits groupes restreints de saboteurs qui rentraient chez eux après chaque opération. Cela dit, il y a quand même eu un vrai maquis en Normandie, et pas n'importe lequel, le maquis Surcouf, organisé en 1942-43 par un épicier, Robert Leblanc. Il était épicier à Saint-Étienne-l'Allier, au sud-ouest de Rouen, avec l'aide du curé du village, l'abbé Melan. Soit dit en passant, contrairement à l'usage, Robert Leblanc n'a même pas pris de pseudonyme. Tous ses documents étaient signés de son nom et de son prénom. Il y a pas froid aux yeux. Eh bien, les hommes du maquis Surcouf, en mars 43, ils étaient 20. Décembre 43, ils étaient 105. En mai 44, ils étaient 180. Le 6 juin 44, ils étaient 250. Il y a eu des combats, il y a eu des pertes, il y en a qui se sont dispersés. Au mois d'août, il n'était plus que 193. Mais il y avait aussi d'autres petits groupes normands, plus restreints, qui étaient rattachés au maquis Surcouf, le groupe de Quillebeuf, le groupe de Ponto de Mer, le groupe de Beuzeville notamment, mais il y en avait également d'autres. Bilan des actions du maquis Surcouf, 104 soldats allemands ont été tués, 270 soldats allemands ont été prisonniers. Les hommes de Surcouf ont réalisé un butin important. Ils ont récupéré plus de 500 fusils allemands Mauser, 14 pistolets mitrailleurs, 150 grenades offensives, 750 grenades à manche, les grenades défensives allemandes très efficaces, de nombreuses munitions. Et ils ont récupéré aussi 10 motos, 4 camions et 5 voitures, au prix, évidemment, de la perte de 32 hommes qui ont été tués, 8 ont été grièvement blessés et 35 pris en otage. Voilà ce qu'on peut dire à propos de ces résistants normands. S'ils n'ont pas été particulièrement nombreux par rapport à d'autres régions, ils ont quand même joué un rôle important. Et de toute façon, je l'ai dit, je le répète, les actions commises en dehors de la Normandie, que ce soit par les résistants français ou par l'aviation anglo-américaine, ont eu un impact évident sur l'organisation militaire allemande en France en général, et en particulier sur l'acheminement des renforts allemands à destination de la Normandie, et aussi, il ne faut pas l'oublier, sur l'acheminement du ravitaillement en carburant, en munitions, en nourriture, dont les troupes allemandes de Normandie avaient besoin. Voilà donc ce qu'on peut dire, je pense, à propos de cette action militaire française via la résistance pendant la guerre.
Bien sûr, Michel, je vous remercie pour cette captivante intervention. Nous rappelons l'histoire des réseaux de la résistance et des maquis pendant la Seconde Guerre mondiale. Une force indomptable de l'esprit humain face à l'oppression, vous l'avez rappelé. Ces mouvements clandestins, composés d'hommes ordinaires, animés par un extraordinaire courage, ont incarné la résilience et la détermination. À travers des actes de sabotage, de collecte, de renseignement et de sauvetage que vous avez rappelés brillamment, les résistants ont démontré que même dans les conditions les plus dangereuses, la solidarité et la volonté de se battre pour la liberté pouvaient triompher. Leurs sacrifices et leur dévouement ont été cruciaux pour affaiblir l'occupant nazi et contribuer à la libération de l'Europe. Mais au-delà de leur impact militaire, les réseaux de résistance et les maquis ont laissé un héritage intemporel de courage et d'inspiration. Leur exemple nous rappelle l'importance de défendre nos valeurs les plus fondamentales, même lorsque cela semble impossible, ainsi alors que nous nous souvenons de leurs histoires. Au travers de nos émissions, comme celle de ce jour, nous perpétuons leur héritage en continuant à lutter contre toute forme d'oppression et d'injustice dans le monde d'aujourd'hui. J'aurai le plaisir de vous retrouver prochainement dans la deuxième vidéo de notre série qui traitera des troupes françaises présentes au débarquement. Je vous remercie une fois de plus, Michel.